Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Reflet Monde. Comme d'habitude, Denise Mukendi vous amène sur d'autres cieux. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais vous laisser découvrir le reportage sur les activités de la première dame Marie-Olive Lembe et Kabila. Juste après son reportage, nous allons à la découverte d'un portrait. Enfin, une interview avec notre invité où il répondra à vos questions concernant la grande réforme foncière qui arrive. Suivez. Fermez les yeux et imaginez en avant-plan que les Américains ont leur Michelle Obama, les Allemands Angela Merkel, les Libériens Sirleaf Ellen Johnson, les Gabonais Sylvia Bongo Ondimba et que les Congolais ont leur Marie-Olive Lembe Kabila et en arrière-plan leurs œuvres sociales. Marie-Olive Lembe Kabila, une femme effacée, ayant un cœur maternel, constante dans sa générosité, a plusieurs actions à son actif. Nous pouvons citer le don de 2 écoles modernes des métiers portant son nom à Chikapa et Massimanimba, la réhabilitation du pavillon de l'hôpital pédiatrique de Kalembe, l'octroi d'une cité moderne à des familles pauvres à Mikonga-Bibois, tout cela sur fonds propres, la prise en charge des frais d'hôpitaux des personnes vulnérables. Merci. Maman, tu quatrième génération na yo nzambe. Na basekanga mundela pasi. Nalala kana wenze maman, nalala kana wenze na katia badipo maman, merci. Maman tana ne uzongisinga imutu maman. Des pagnes wax Vlisco d'une valeur de 100 € distribués à des femmes pendant son parcours. Elle connaît sa place dans le social. Elle entretient une image d'une première dame à côté de son peuple. Elle a partagé le repas de Pâques avec de jeunes en rupture sociale à l'est de la RDC. L'action marquante est aussi celle d'avoir sécurisé les couples de hommes en armes vivant sans statut matrimonial en officialisant leur union, pour ne citer que cela. Marie-Olive Lembe Kabila a fait de l'éducation et du social sa priorité, sa raison d'être, ses valeurs fondamentales et sa passion. Faire ce travail social fait d'elle une première dame incontournable. Son charisme est un moyen puissant pour raconter une histoire et promouvoir les valeurs qu'elle prône. Toujours à l'écoute de sa population, elle est accessible à tous et s'est vue décerner plusieurs prix prestigieux pour tout ce qu'elle donne des meilleurs. Initiative Plus Olive Lembe Kabila et son ASBL, dont la mission est de venir en aide aux personnes les plus défavorisées. Pour ce faire, elle finance le projet d'organisation caritative impliquée dans l'éducation, la réduction de la pauvreté, l'intégration sociale, la formation ainsi que le fundraising. Nous sommes tous conscients que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Comme elle le dit si bien, 0 ne sera jamais égal à 1. Mais nous sommes tous convaincus de l'importance d'assumer des responsabilités sociales envers des personnes vulnérables et de soutenir le plus grand nombre d'initiatives. Rien d'étonnant donc à ce que Reflet Monde rende un hommage mérité à cette première dame pour son investissement dans la promotion d'œuvres caritatives.
Il est d'une conviction inébranlable et d'une simplicité légendaire parmi les politiques congolais. Rien que pour cela, il passe souvent inaperçu. Retour sur un parcours impressionnant d'un politique. Il faut lui reconnaître une constance sur ses ambitions car il n'avance jamais masqué. Sur les pas de ses aînés, les professeurs Gamela, Mukini, Mapanga, Mabi et tant d'autres, Robert Mbouingabila s'envole vers l'Europe et défend avec brio sa thèse de doctorat, ce qui fait la fierté de son mentor, le professeur Mokonda. Juste après, il rentre dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, afin de mettre son expertise acquise au service de la nation. Et même s'il n'était pas un grand politicien prometteur, il n'est pas passé inaperçu tant il est très intelligent et sage. Révélé au grand public par son mentor, le professeur Mokonda, il a toujours su se distinguer et se démarquer par son courage, sa combativité, par son omniprésence dans la vie active et sociale. Ayant du vent en poupe, son dynamisme contraste avec la grande discrétion, exigeant sur le travail tout en se dépassant à chaque défi. Né le 24 mars 1954 à Kwimba dans le Bas-Congo, marié à Dongo Charlotte, père d'une famille nombreuse, en phase avec la politique de Mzee Laurent Désiré Kabila ainsi que Joseph Kabila Kabange, populaire, il s'impose dans son fief, il est élu de Tchéla. Professeur à l'université de Kinshasa et à l'université protestante du Congo, il assume délicatement le ministère des Affaires foncières comme ministre avec courage, dévouement et innovation dans un pays en plein processus de développement. Robert Mbouingabila a su faire de la terre une ressource incontournable d'apport de recettes au trésor public dans le cadre de la matérialisation de la révolution de la modernité, vision chère du chef de l'État congolais. Maniant la langue de Molière avec dextérité, cet homme à l'allure altière, au charme et charisme exceptionnel, a bien voulu nous accorder une interview malgré son emploi du temps surchargé. Il fait le tour d'horizon sur les questions liées au foncier en République démocratique du Congo et a la délicate mission de mettre sur pied son grand projet, celui de la réforme foncière qui représente un aboutissement augure des lendemains meilleurs du foncier congolais. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien et vous êtes détendu dans votre bureau. Mais évidemment que je ne peux être que détendu parce que j'aime bien ce que je fais. Oui. Ce qui nous amène d'abord à la première question, et c'est de savoir en quoi consiste votre projet, celui de la réforme foncière, et puis quelle stratégie menez-vous afin que cela puisse réussir. Très bien. Et commençons d'abord par réaffirmer que la réforme foncière est une instruction qui a été donnée par le président de la République au gouvernement dans son discours d'investiture en 2011, n'est-ce pas, en décembre 2011. Le chef de l'État ayant constaté que le foncier est sujet à de multiples conflits qui en arrivent à perturber la cohésion nationale, l'unité nationale, la cohésion nationale, qui en arrive à perturber la paix, s'est résolu à pouvoir effectivement demander au gouvernement de procéder à une réforme foncière de telle sorte que nous soyons à mesure de pouvoir, premièrement, éradiquer les conflits fonciers, mettre fin à ces conflits fonciers. Deuxièmement, nous devons faire cette réforme foncière pour arriver à sécuriser les droits et les titres de propriété foncière. Troisièmement, nous devons faire cette réforme foncière pour permettre que la terre
devienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, n'est-ce pas? Puisque depuis la création, c'est la ressource principale que Dieu a mise à la disposition de l'homme, faire de la terre qu'elle soit un facteur, sinon une ressource stratégique pour la croissance économique, pour le développement socio-économique. Et à ce titre, faire comme partout ailleurs que la terre, le foncier devienne un secteur qui contribue de façon significative à la mobilisation des recettes du trésor public. Cela dit, ça, ce sont les objectifs. Mais comment maintenant arriver à atteindre ces objectifs-là? La première des choses, c'est naturellement de bien analyser quelles sont les causes de ces conflits, n'est-ce pas? Et comment ces conflits s'observent-ils et comment il faut faire pour y mettre un terme. Et lorsque vous allez dans cette analyse profonde, vous vous rendez compte que il y a plusieurs causes de conflits. Le principal étant souvent l'intervention dans la gestion foncière de plusieurs acteurs qui n'ont pas compétence légalement à pouvoir y intervenir. Et donc, il y a, à cause de ces multiplicités d'acteurs qui interviennent dans la gestion et dans la distribution de la terre, on a des problèmes effectivement de conflits où vous trouvez par exemple un seul lopin de terre qui a été attribué par différents acteurs à différentes personnes, n'est-ce pas? Vous avez en ce moment-là de lopins de terre, par exemple, qui sont attribués par tel acteur pour tel usage, l'habitat, alors que cette même terre est attribuée par un autre acteur pour un autre usage, par exemple l'agriculture, par exemple l'exploitation minière ou encore l'exploitation pétrolière et ainsi de suite. Donc, nous avons résolu de pouvoir, afin d'arriver à atteindre ces objectifs, de concevoir la réforme non pas comme un produit qui sera celui, le résultat des réflexions des experts dont nous disposons évidemment au pays. Nous avons préféré faire une réforme qui soit à la fois inclusive et participative. Inclusive parce qu'elle associe à la réflexion, aux analyses et finalement aux recommandations et préoccupations l'ensemble des parties prenantes, n'est-ce pas, par rapport aux différentes problématiques de la terre. Donc vous aurez bien sûr le gouvernement qui est présent, vous avez la société civile qui est présente, vous avez l'autorité traditionnelle, n'est-ce pas, coutumière qui est présente, vous avez également les partenaires techniques et financiers, ceux qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de développement, mais nous avons également les acteurs économiques qui sont en fait ceux qui sont souvent les bénéficiaires de ces distributions de terres ou qui sont ceux qui exploitent la terre. Donc nous avons par exemple les différentes organisations professionnelles du patronat, n'est-ce pas, la FEC qui est représentée là, et bien entendu nous avons les experts qui sont des experts de ces questions foncières qui participent à la réflexion. Ensuite, nous ne la faisons pas uniquement à partir de nos bureaux, n'est-ce pas? Nous allons sur terrain pour connaître les réalités du terrain, de manière à ce qu'on apporte des solutions qui ne soient pas des solutions en contradiction avec la situation réelle sur le terrain. Donc c'est un processus, je pense, assez intéressant dans la mesure où finalement nous souhaitons que tous participent à la réflexion, de telle sorte que demain, quand nous allons sortir les recommandations, quand nous allons sortir les textes de loi, parce que la finalité, c'est d'avoir à la fois une législation foncière qui soit adaptée aux évolutions socio-économiques et politiques du pays, mais en même temps avoir ce que nous n'avons pas aujourd'hui, une politique nationale du foncier, n'est-ce pas? Pour que nous sachions demain, voici ce que
voici comment nous gérons la terre. Par exemple, dans cette politique nationale du foncier, nous devons avoir des préoccupations sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, personne ne sait où il peut faire quoi. N'est-ce pas? Ailleurs, les choses ne se passent pas comme ça. L'espace national est subdivisé en diverses portions et chacune des portions est affectée à un tel usage. N'est-ce pas? Regardez ce qui se passe chez nous. Il suffit de voir. On essaie, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la politique de la vision du chef de l'État, de la révolution de la modernité, d'agrandir, par exemple, nos routes. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous constatons? Que là où on essaye de faire justement ces travaux, vous avez les câbles de la SNEL qui sont là, vous avez les tuyaux de la régie des eaux qui sont là, ou au contraire, juste quand on a fait les travaux, la régie des eaux dit non, de l'autre côté là, il y a des gens qui viennent de s'installer, il me faut faire passer des tuyaux. Donc, c'est pas normal. Ailleurs, tout cela est prévu dans le cadre de la politique national du foncier et donc dans le cadre de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est l'affectation des différents espaces fonciers à des usages prédéfinis et qui font que justement nous n'allons pas retrouver demain les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Il faut arrêter les travaux parce qu'il faut faire passer la fibre, le câble à fibre optique ou parce qu'il faut faire passer telle et telle installations, ou bien il faut casser des maisons, justement, parce qu'elles sont sur l'emprise de la route. C'est tous ces, comment je vais dire, ces dysfonctionnements-là que nous essayons de pouvoir d'abord bien appréhender et auxquels nous allons mettre un terme parce que nous allons définir à la fois cette politique nationale du foncier qui intègre les aspects de l'aménagement du territoire, et en même temps nous aurons une législation foncière. Je ne parle pas de la loi foncière. La loi foncière n'est qu'une composante de la législation foncière, parce que la législation foncière, elle s'entend comme étant l'ensemble de tous les textes sectoriels, n'est-ce pas, qui régissent les activités de la gestion et de la terre et des ressources naturelles, n'est-ce pas? Donc, cette législation foncière devra s'entendre comme étant une harmonisation des textes qui régissent la loi foncière, disons, qui sont la loi foncière, qui sont le code minier, qui sont le code agricole, qui sont le code forestier, qui sont le code des hydrocarbures, mais j'ajoute, parce que les choses évoluent, demain, par exemple, par rapport aux nouvelles technologies de l'information, qu'est-ce que nous aurons à pouvoir faire par rapport à la Terre? Nous avons par exemple, le câble à fibre optique qui part de Mwanda et qui doit être normalement amené partout à travers le pays. On va le faire comment? En se disant, c'est les techniciens qui décident par où ça va passer et puis s'il y a des maisons, on doit continuer de détruire. S'il y a des champs, il faut les raser. Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc voilà un peu, en gros, ce que nous voulons faire, comment nous voulons le faire et à quels objectifs nous voulons aboutir. Exact, monsieur le ministre, mais comment les gens seront au courant de tout ce que vous allez faire en fait? C'est évident qu'il y a un problème de communication, un problème de vulgarisation de tout ce qui est fait qui doit être résolu. C'est vrai, aujourd'hui, l'une des causes des conflits fonciers, c'est l'ignorance, par exemple, dans les chefs de notre population de la loi foncière. Beaucoup ne savent pas à qui il faut s'adresser lorsqu'on a besoin d'un lopin de terre, n'est-ce pas? Beaucoup ne savent pas quelles sont les différentes démarches, n'est-ce pas, qu'il faut entreprendre pour justement sécuriser son lopin de terre et sa concession. Beaucoup ne savent pas qu'il existe des titres, n'est-ce pas, de propriété qui sont des titres légaux et qui, eux, sont opposables à tous. Alors que ceux qu'ils détiennent aujourd'hui ne sont pas des titres qui peuvent être opposés à tout le monde. Parce que la loi ne les reconnaît plus comme étant des titres de propriété. Donc, il y a un travail immense de communication et de vulgarisation de tout ce qui est fait ici, qui doit être fait aussi bien par la presse, mais aussi, et c'est pourquoi je dis que notre
réforme doit être une réforme participative et inclusive. Je pense que lorsque nous sommes en province, lorsque nous sommes à Kinshasa, lorsque nous avons eu de séances de travail, de discussions, ce que nous avons produit à la suite de cela doit être vulgarisé aussi bien par je vais parler de notre propre administration, mais également de ceux qui sont les participants. Les chefs traditionnels qui participent à des ateliers ou à des conférences comme ça, ils doivent être ceux qui rentrer dans les villages qui sont les leurs, dire à la population, voici désormais comment les choses vont se présenter, ne faisons plus comme on le faisait hier, faisons plutôt comme ceci, parce que c'est cela qui est maintenant, par exemple, la disposition qui a été intégrée dans la loi. Mais en même temps, comme nous le disons, nous avons tous nos textes qui sont en français. Or, le français, c'est vrai, c'est notre langue officielle. Mais est-ce que toute notre population est à l'aise avec cette langue? Non. Donc nous avons résolu de pouvoir effectivement traduire. Le premier, d'abord, la loi foncière telle qu'elle est aujourd'hui dans nos 4 langues, n'est-ce pas? Le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba, pour que les gens puissent effectivement en faire la vulgarisation dans la langue que maîtrisent nos différentes populations, n'est-ce pas? Et nous allons continuer ainsi. Tout ce que nous prendrons comme décision, comme mesure dans le cadre de la définition de la politique nationale du foncier, eh bien tout cela sera également traduit dans nos langues, de manière à ce que même ceux qui en assurent la vulgarisation puissent le faire devant des populations dans la langue que chaque population maîtrise. Excellence, Monsieur le ministre, ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de ce ministère. Quel bilan faites-vous? Quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire? C'est toujours malaisé de pouvoir faire son bilan, parce que la tentation est grande de pouvoir comment je veux dire, pas censurer, s'auto-censer, n'est-ce pas? Ça veut dire s'attribuer des mérites et tout. Je pense que la première des choses que je peux dire, c'est que le ministère des Affaires foncières dont j'ai hérité était un ministère qui travaillait en vase clos. Jamais vous n'entendiez parler des affaires foncières dans le cadre de coopération ou dans le cadre de grandes conférences et ainsi de suite. Je crois que le premier acquis, c'est que nous avons brisé cet enfermement-là. Hein? Je viens de rentrer de Washington. Tout le monde a été surpris. Mais qu'est-ce que le ministre des Affaires foncières peut aller faire à la Banque mondiale? Eh bien, j'ai été heureux de le dire. La Banque mondiale a compris. Peut-être à la suite de ce que le président de la République dit souvent, la Banque mondiale a pris conscience du caractère stratégique du foncier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la Banque en fait un secteur, une ressource dans la lutte contre la pauvreté, n'est-ce pas? Et nous avons été à la Banque mondiale pour ça. Ce qui hier n'était pas envisageable. Personne ne pouvait penser que les fonciers aussi peut intéresser les grands financiers que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, nous avons différents contacts, différents projets même avec ces institutions, comme avec des institutions, avec des coopérations bilatérales, n'est-ce pas? Je peux parler de la Suisse, je peux parler de la Belgique. Nous avons également beaucoup de sollicitations aujourd'hui de, je vais dire, de cabinets ou de maisons qui s'occupent, par exemple, l'informatisation, n'est-ce pas, du cadastre et de l'administration, et qui nous sollicitent, qui savent effectivement que pour que nous puissions réussir notre réforme foncière, nous avons besoin également d'une administration qui soit une administration assez performante pour effectivement mettre en œuvre sur terrain cette réforme foncière. Et c'est comme ça que nous avons des contacts avec différents organismes qui nous
propose de nous appuyer dans la modernisation de notre administration, aussi bien l'administration centrale que l'administration dans les circonscriptions foncières, mais également qui nous permettent de pouvoir en fait faire ce que partout, ce qui existe partout et que nous n'avons pas, c'est-à-dire la numérisation du cadastre pour avoir effectivement des fichiers centraux qui nous permettent de pouvoir dire ça, cette maison, monsieur, vous ne pouvez plus la racheter parce que, voilà, le titre de propriété est là, et tout ça. Et même par rapport à ces titres de propriété, nous avons des organismes qui nous proposent des procédures de sécurisation des titres de propriété pour que demain, ils ne soient plus falsifiables ou qu'il ne soit plus possible de pouvoir les émettre au coin d'une rue simplement parce qu'on dispose d'une vieille machine des années 1900, 1920 et ainsi de suite. L'autre acquis, je pense, c'est la conscience que la terre est précieuse et que parce qu'elle est précieuse, nous ne pouvons pas en faire une gouvernance à la sauvette, n'est-ce pas? Qu'il faut effectivement planifier les choses, il faut organiser les choses. Et aujourd'hui, j'ai bien l'impression que tous nous sommes conscients, au sein du ministère, comme avec les autres ministères avec lesquels nous gérons les ressources naturelles qui sont dans la terre ou sur la terre, nous avons compris que nous avons besoin d'une gestion un peu, comment je vais dire, en symbiose, n'est-ce pas, avec ces différents ministères. Il nous reste beaucoup de choses à faire, effectivement. Je dis d'abord la définition de la politique nationale du foncier. Elle n'existe pas, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons cette législation foncière que nous devons rénover pour qu'elle soit adaptée aux évolutions de notre société. Les évolutions sur le plan social, évolutions sur le plan économique, évolutions sur le plan politique et évolutions sur le plan juridique aussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes sur le plan politique, par exemple, dans la décentralisation. Ça veut dire que et la Constitution de 2006 consacre la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces par rapport à la gestion de la terre. Nous devons intégrer toutes ces évolutions-là dans la loi. Mais comme je le dis aussi, nous ne pouvons pas nous contenter de ne réformer que la loi foncière parce que les autres lois, les autres textes qui régissent les activités de ceux qui gèrent les ressources naturelles qui sont... Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toutes mes équipes techniques qui me suivent partout dans le monde. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous avez loupé cette émission le dimanche à 9h sur la RTNC. Retrouvez-moi sur www.denismukindi.com dans notre rubrique Reflet Monde. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain numéro. Babitale wa mukenge, wamwe, wa mai babitale.